Si nous fermons les yeux un instant, nous pouvons quasiment tous imaginer le Titanic, le phare d'Alexandrie ou la grotte Cosquer. Pourtant, pour la plupart, nous n'avons jamais vu ces vestiges et ne les verrons sans doute jamais. Ce pouvoir, nous le devons à l'habitude des plongeurs archéologues de penser, écrire et raconter la science en images. Indépendamment de tout l'attrait que je peux avoir depuis le pâté de sable jusqu'à la recherche d'épaves, la mer pour moi c'est une mémoire. C'est l'immensité, l'infini. Et quand on est dessous, le silence, à part les bulles. Ouais, c'est un milieu où on découvre encore des choses vierges. J'aime pas la plongée, mais j'aime la plongée qui est un moyen pour arriver au but. Et sitôt qu'on parle d'une épave ou de la prospection, j'oublie la plongée, je suis dans l'eau et à la recherche. Tout est venu chez moi naturellement. À partir du moment, si vous voulez, où j'ai mis mes fesses dans l'eau, je suis devenu, si vous voulez, un homo palmus. Je faisais beaucoup de prospection sous-marine à Port-Ventre. Et je m'étais aperçu que Port-Ventre, depuis le XVIIe, a été dragué pour, si vous voulez, mettre le port aux normes des bateaux modernes, notamment les paquebots qui faisaient l'Algérie. Et que chaque fois qu'on suivait un tombement de drague, qui faisait une différence de niveau, vous aviez la descente fort dans le... Les premières fouilles qui ont été exhaustives, si vous voulez, c'est en 1958, où on a embauché une entreprise qui travaillait à Port-Ventre, l'entreprise Marcelin, et on était arrivé à la localiser avec précision, parce qu'on savait qu'elle existait, mais on ne savait pas où, dans l'Anse Gerban. Et on était arrivé non seulement à la localiser, mais à remonter la cargaison. Il faisait froid et on venait d'Aix avec 2-3 collègues et il y avait déjà 2 personnes qui avaient mis en place la fouille. On était encore dans nos cabannes avec nos cols roulés et puis on voyait les copains qui sortaient de l'eau, qui prenaient ils avaient une douche chaude quand même avec du tergas. Et on se disait mais c'est pas possible, on va pas y aller, on repart. Parce qu'on disait on va avoir trop froid, ça devait être l'hiver, je sais plus quand c'était, au début du printemps, fin de l'hiver.
C'est un bateau qui a coulé dans le port avec sa cargaison, pour une raison probablement de vétusté, parce que la coque était excessivement abîmée, et il a dû couler après avoir, si vous voulez, une voie d'eau. On n'avait pas de sous. Alors quand il a fallu sortir l'épave, on a récupéré les tire-fonds sur le voie ferrée. On a fait souder par le ferronnier du coin des anneaux et on les a vissés pour ancrer des parachutes pour soulever l'épave. Voilà comment on a travaillé. C'était une primeur. Si vous avez vu le bois, on voyait les nœuds, on voyait les tasses de scie, on voyait les marques de charpentier de marine. On aurait dit qu'elle avait été conservée par la vase et on aurait dit qu'elle sortait du chantier naval. Bien entendu, il n'y avait que la carène, ce qui avait été avancé. Le but de l'architecte quand il plonge sur une épave, c'est de retrouver les plans du navire. Comment on peut obtenir le plan du navire? C'est par les profils. Profil des carènes en longueur et en largeur. Évidemment, le bateau est généralement il reste pas droit dans ses bottes, il est couché. Donc, toute la partie haute du bord a pu disparaître à cause des tarés, puis le bois s'est dégradé, et tout ce qui est incliné est conservé. Donc on a toujours comme référence l'horizontale, et on met une barre, et on prend des profils comme ça. Voilà. Et ayant rencontré Miss Honor Frost, qui était une archéologue sous-marine qui a plongé jusqu'à 86 ans, elle m'a dit, mais tu devrais employer notre peigne, notre conformateur géant. Hein, c'est-à-dire, au lieu de déplacer un mètre avec un niveau, etc., sur une barre qui est talonnée, on a carrément un peigne, tous les 10 cm, avec une tringle qui, elle, quand la barre est bien horizontale, la tringle descend et on la bloque avec un écrou. Et on fait ça tous les 10 cm. Et après, quand on bloque tout ça, on sort de l'eau et on gagne du temps. S'il n'y avait pas de photographie sous-marine, eh ben, qu'est-ce qu'on aurait? Rien. On aurait le témoignage des gens qu'on fouillait. Bon, des dessins peut-être. Mais même si la photographie n'est pas objective à 100%, le dessin l'est encore moins. Il faut garder la trace de toutes les étapes de la fouille, notamment avant démontage d'une couche d'amphore ou de matériel. Il faut bien sûr prendre des photos pour garder la mémoire de tout ça, de la même façon qu'on fait de la photogrammétrie ou des photos pour avoir un plan de l'épave quand on fouille l'épave, ou une portion d'épave. On manque de lumière et on manque de contraste. Le contraste, c'est à la limite le plus important. La lumière, on n'est pas obligé de mettre un flash, parce qu'on avait des films suffisamment sensibles pour faire des photos même à 50 mètres de profondeur. Après, c'est le contraste qui pose problème. Donc, il y avait des problèmes de laboratoire et de traitement spécifique pour la pellicule, pour les films. On ne peut pas trop s'éloigner si on veut avoir une vue suffisamment claire, parce que plus on s'éloigne, plus on a une couche d'eau qui est jamais limpide et cristalline, donc on a une photo qui devient un petit peu laiteuse, un petit peu floue, un petit peu etc. quand on s'éloigne. Donc d'où l'intérêt d'avoir un très grand angle, enfin un grand angulaire sous l'eau, de façon à diminuer la couche d'eau qui sépare le sujet du photographe. On développait sur place. Sur l'Arconaute, il y avait un petit labo, donc moi
tout ce qui était nécessaire pour le développement, notamment des négatifs. Donc ça permettait de développer, hop, on regardait, c'était bon, on était tranquille, et on développait des films comme ça. Ouais, c'est quand même un autre monde. On découvre un autre milieu auquel tout le monde n'a pas accès, surtout à l'époque. Mais on n'avait pas conscience de ça. On était une équipe, on était à l'aise, on faisait des trucs qui nous plaisaient vachement, quoi. Enfin, Yves Chevalier, inspecteur des fouilles archéologiques sous-marines aux Antiquités d'Aix et Montpellier à partir de 1961. Jean-Marie Gassin, architecte à l'Institut de recherche sur l'architecture antique dès la fin des années 60. Antoine Chénet, photographe professionnel spécialiste de l'archéologie en 1968. Ensemble, ils sortent des eaux port-vendraises la première épave archéologique française et posent les jalons d'une pratique scientifique nouvelle.